C'est déjà le dernier épisode de la saison, mais en même temps, il y en a aussi un la semaine prochaine, parce qu'on s'arrête pas durant l'été, vous le savez. Donc, on va dire que c'est le dernier épisode quand même. Hein, voilà. Et le soi-disant dernier épisode de la saison, en ce 24 juin, il se passe avec mes amis David et Sébastien, 311e épisode. Et ils ont retenu pour nous un certain nombre d'informations, une certaine actualité web et technologique. C'est ainsi qu'il sera question de crypto-monnaie, du rachat de Boston Dynamics, d'un des 5 plus gros supercalculateurs du monde, d'un nouveau moteur de recherche ou encore du décès de John McAfee. Merci d'avance pour les pouces levés, merci pour les étoiles sur les applications de podcast, merci pour les abonnements et les partages dans vos réseaux sociaux, et bonne écoute à vous. Ça va les gars? D'abord David, il a l'air fatigué, David. Il a les petits yeux qui se ferment, il fait nuit là où il se trouve, c'est vrai, on l'oublie souvent. Il fait nuit, j'allais dire il fait nuit, il fait noir, non je veux dire il fait nuit et il fait chaud. Et en plus, il fait chaud. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui est assez épuisant aussi quand il fait chaud, humide, machin. Enfin bref, voilà. Et puis de l'autre côté, on a Sébastien. Si on avait plus Robinson, oui, ça se voit. Robinson Sébastien, oui, c'est ça. Est-ce que tu comptes, alors, une question que certains m'ont posée en off, quand tu l'as coupé ou l'as taillé, ou en faire un truc, une sculpture moderne ou autre chose, un jour. Hein? Suspense, je ne sais pas, on verra en septembre, d'ici là, en 2 mois, il y a encore moyen. Là, elle a un peu plus de 5 mois, mais recoupée déjà un petit peu 2 fois. Ah, un petit peu. Sinon, un petit peu, parce que bon, oui, il faut, sinon ça part dans tous les sens. Hein. Sinon, ici, il fait clair et il fait froid, pour répondre à David, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça caille, hein. Caille les miches. Tout d'un coup, l'automne est revenu très vite. Et enfin, voilà. Tant qu'il fait comme ça... L'été était très court en Belgique. C'est très court, ça dure 3 jours. On s'en plaint, hein. On est vraiment... T'as failli couper ta barbe. Le deuxième jour, je suis sûr que t'as eu très chaud. Et là, tu t'es dit, je vais me couper la barbe. Parce qu'il faut quand même signaler qu'on parle de ta barbe, hein, à ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'on pourrait avoir un petit doute à un moment donné. On salue ceux qui nous ont laissé des commentaires, justement, que ce soit en podcast ou en vidéo. Vous le savez, vous pouvez nous laisser des commentaires où vous le voulez, comme par exemple sur l'application Apple Podcast France. C'est ce qu'a fait Lop1. LOP1, voilà, merci à lui ou à elle. Lolo3535 via Podcast Addict par exemple, Cubignol via YouTube, ainsi que Raphaël Deno et Laurent La Hulotte. Merci à vous. Je n'en cite que 5 parmi tous ceux qui nous ont laissé des commentaires cette semaine. Je n'en cite que 5 parce que sinon on n'a pas fini, évidemment. On ne commencera jamais l'épisode. Et ce qu'on va commencer tout de suite dès que Sébastien aura lâché peut-être une petite blagounette. Petite connerie. Et dans les 5, t'as vu des femmes, et dans les autres commentaires, ça y est, on a un public qui se féminise. Ben, on essaye. De temps en temps, oui, sur Facebook, j'ai vu alors j'ai oublié son prénom, je suis désolé, mais... putain, il y en a une et t'es pas son prénom. Oui, je suis désolé. Mais régulièrement, on aimerait bien avoir plus d'auditrices, effectivement. On aimerait bien aussi avoir, un jour ou l'autre, des chroniqueuses dans ce podcast. Je l'avais déjà signalé tout au long de la saison, et puis je m'en suis un petit peu, pas fatigué, mais j'ai un petit peu à force de répéter tout le temps la même chose. Mais c'est vrai, si vous avez envie de participer à un épisode, ou à plusieurs épisodes des technos, avec par exemple l'un de ces deux loustiques ou tous les autres, bah, n'hésitez pas à nous faire signe, à nous envoyer un petit message, on en discute et on organise ça, il n'y a aucun problème. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus, si vous le voulez, à condition évidemment d'avoir envie de partager avec nous le fruit de votre veille technologique. Quoi donc? J'ai eu peur que dans les conditions tu mettais autre chose, mais Non. Ouais, ça va, tu vois. Non. Allez, on commence l'abécédaire. Alors cette fois-ci, la semaine passée, on a fait des blagues, on a tout mis à l'envers. Cette semaine, j'ai bien regardé, normalement, tout est à l'endroit. Ça commence bien par la lettre A. La semaine passée, on a commencé par la lettre S. Je vous renvoie à l'épisode 310. C'était n'importe quoi. A comme Amazon, David. Amazon détruit des millions d'articles invendus. Ça a une odeur de déjà-vu, j'ai presque envie de dire. Oui, ça a une odeur de déjà vu. C'est une pratique qui n'est pas neuve, mais une investigation de ITV News, qui est une TV anglaise, a mis en avant la destruction d'à peu près 1 million de produits invendus chaque année en Angleterre. Dans leur interview, ils ont pris en vidéo des empilements de caisses d'articles étant
indiqué à détruire. Ça contient de l'électronique, ça contient des livres, ça contient des vêtements, ça contient de tout. Ils ont suivi certaines de ces colis qui se sont retrouvés dans des centres de recyclage pour certains, mais dans des décharges pour d'autres. Rien que sur une semaine en avril, quand ils ont fait leur investigation, 124 000 objets ont été mis pour être détruits et seulement 28 000 d'entre eux ont quand même été mis de côté pour donner, ce qui veut dire qu'il y en a 100 000 sur une semaine, quasiment 100 000 sur une semaine qui sont partis à la casse. Mmh. Parmi ces objets qui sont détruits, la moitié sont des retours, donc des clients mécontents qui ont renvoyé un article, mais l'autre moitié sont des articles qui sont neufs dans leur emballage d'origine, sans aucun souci de fabrication. Et on détruit sans aucune logique, comme par exemple, il y avait un lot de 20 000 masques Covid en parfait état qui ont été envoyés à la destruction. Ce qui se passe, c'est que les vendeurs tiers parties qui utilisent Amazon pour vendre leurs produits doivent payer des frais d'entrepôt pour les articles qui sont invendus. Et à un certain moment, ça leur revient moins cher de faire détruire les articles que de payer un frais de stockage. Ça avait déjà été mis en évidence par la télévision française il y a quelques mois, maintenant, me semble-t-il, par Élise Lucet, dans Investigation. Cache Investigation. Ça avait choqué tout le monde aussi. Par la suite, il me semble, Sébastien, je pense que tu avais un petit peu regardé un œil là-dessus aussi, il me semble que d'autres distributeurs, d'autres sites marchands avaient été épinglés pour les mêmes faits, en fait, parce que ça semble... Alors, on met toujours Amazon au milieu du jeu de qui, parce que c'est le plus gros, le plus important, et que ça fait plus de mousse, mais apparemment dans d'autres entreprises, c'est pratique, je ne vais pas dire courante, mais en tout cas c'est pratique régulière aussi de déstocker comme ça de manière un peu massive pour faire de la place, quoi. Ouais, mais oui, ça l'est, mais le problème que David citait, c'est que plus de la moitié des produits sont des retours, et c'est très difficile pour une boîte, c'est moins cher de balancer les retours et de les jeter, de les détruire que de les reconditionner pour les revendre. De toute façon, à partir du moment où tu achètes un produit neuf chez Amazon, tu t'attends à avoir un produit neuf, t'as pas envie que quelqu'un d'autre l'ait essayé avant toi, ça t'emmerderait. Ouais. Donc ça c'est une problématique auquel énormément d'e-commerce sont confrontés. Amazon est très loin d'être le seul, mais en France, t'as raison de citer la France là-dessus, ils ont tout un circuit qu'ils ont mis en place avec une série de déstockeurs, il y a plein de chaînes qui se sont créées ces derniers temps, où en fait tu vas retrouver ces produits reconditionnés à la vente. Dans un autre circuit. C'est des appareils qui sont neufs entre guillemets parce qu'ils ont été essayés parfois pendant juste un jour ou même parfois rien du tout et qui coûtent trop cher à remettre en production, ou alors parfois c'est simplement, ça c'est un autre point probablement des produits détruits, des changements de packaging, et donc changement de packaging, changement de notice, changement de quelque chose, et on dit faut détruire les anciens. Donc là aussi tu vas te retrouver avec des produits considérés comme obsolètes, alors qu'en fait tu vois un moule à gaufres avec l'emballage de l'année passée, tu t'en fous. Sauf que ça peut être trompeur des fois. Un exemple qui m'est arrivé, tu achètes un produit à la Fnac en Belgique, pour pas citer la Fnac, et puis tu reçois, en fait ils ont des stocks communs j'imagine avec la France, et tu reçois un packaging qui était à destination du marché français, où dessus il est indiqué une promotion, où il y a un truc en plus, une application à aller télécharger, machin, etc., qui a pas en fait, parce que c'est pas le deal belge, c'était un deal français, le packaging, tout le packaging était fait pour la France. Alors j'ai cité la Fnac parce que ça m'est arrivé, mais ça pourrait être n'importe quelle autre enseigne, comme tu disais. Forcément, là, le packaging peut être trompeur et ça peut poser peut-être des problèmes au niveau purement légal, entre guillemets, de ne pas simplement masquer peut-être ces promotions ou repackager, quoi. Oui, effectivement. Oui, voilà. Voilà, vous êtes ensemble, Sébastien puis David. Oui. Je dis, c'est vraiment un circuit qui doit se mettre en place. C'est un principe qui est assez récent dans nos civilisations, parce qu'en principe, précédemment, tu allais acheter un truc en magasin, en tout cas en Belgique, sauf si tu as été conseillé, t'as acheté.
Donc après, c'est à la chaîne de te faire un geste si jamais tu veux le ramener, mais la vente est définitive. Tandis qu'en e-commerce, tu as la possibilité de renvoyer. Donc, et c'est un trafic énorme. Hein, quand tu vois en vêtements, par exemple, après je vais te passer la parole, David, mais quand tu regardes les vêtements, par exemple, on voit des gens qui commandent 3 tailles en disant je vais essayer les 3, je garderai celui qui me va et je renverrai les 2 autres. C'est très courant dès le moment où le retour est gratuit, que c'est prévu comme ça, etc. Du coup, il y a une empreinte écologique quand même assez évidente, puisque ces allers-retours ont un coût, quoi qu'il arrive, il faut bien que quelqu'un le paye à un moment donné. Et donc, ça pose un tas de problèmes, dont le packaging ou le repackaging, la remise en vente éventuellement. D'une certaine manière, c'est ce que Amazon a fait pour raser le marché. Les retours étaient très faciles, tu étais facilement remboursé. Ouais. Et donc, comparé aux autres qui se disaient non, on va perdre de la marge, on fait un peu attention, tu te dis j'achète chez Amazon, je sais que je le renvoie, ni vu ni connu. Zalando a fait la même chose, ils ont rasé le marché des chaussures. Et il y a un autre phénomène qui est lié, qui est assez problématique, où tu n'as pas tellement le choix. C'est les types ventes privées, ventes exclusives et compagnie, tous les sites assimilés, où en fait tu as une vente pendant un temps donné, et quand tu achètes des vêtements, si la taille ne te convient pas, tu as raté la vente. Par contre, tu peux retourner le produit, et donc les femmes que je connais qui achètent sur ce genre de site, en général, elles achètent 2-3 tailles, elles prennent celle qu'il faut, et les autres, elles les renvoient. Et c'est ça où elles sont plantées. Donc c'est pas toujours idéal. David? Ce n'est pas qu'une pratique e-commerce, ça, parce que aux États-Unis, au Canada, Walmart fait déjà depuis très longtemps ils acceptent les retours sans aucune question, et tu as des gens qui achètent des vêtements, qui les portent une fois sans enlever l'étiquette et qui les rapportent après, ou qui achètent de l'électronique, qui achètent une TV pour regarder un grand match de foot ou quelque chose comme ça, et qui la ramènent après. Mais le truc ici, je pense que c'est plus culturellement, entre guillemets, quand on parlait de la France, enfin chez nous, sous nos latitudes, entre guillemets, on n'a pas cette culture du revenir avec la chose achetée quelque part. Ce qui est peut-être plus, effectivement, une culture plus américaine ou que sais-je. Il y a un autre phénomène aussi, qui est peut-être marginal, mais qui quand même est aussi exemplaire d'une certaine dérive. Ce sont ces influenceurs ou Instagrammeurs, même s'ils ne sont pas encore influenceurs, Instagrammeurs en tout cas, qui prennent des vêtements ou des trucs de marque, etc., se font prendre en photo avec pour alimenter leur compte Instagram, et puis ramènent la marchandise vite fait à la boutique. Ça, c'est aussi un autre type de phénomène. C'est la culture de l'image, ça, c'est autre chose encore. Est-ce que l'un de vous voulait rajouter un truc? Oui. Oui, ce que je voulais dire juste avant, ce qui est pratiqué en Amérique du Nord, ce sont les mystery box. Donc en fait, je pense que c'est Amazon qui fait ça. Donc ils font des colis avec tous des produits invendus, des retours, des produits qui devraient aller en description. Ils font une description super sommaire et ils font une mise aux enchères sans aucune garantie que les objets sont fonctionnels ou pas. Et il y a des gens comme ça qui spéculent et qui achètent ces mystery box. Et en général, il y a souvent des bonnes surprises. Oui. Ça, c'est quelque chose peut-être qui serait intéressant de faire en Europe. Bah oui ou non, parce que en fait acheter des trucs dont on n'a pas besoin, parce que finalement ça équivaut à acheter des trucs dont on n'a pas besoin, je pense pas que ce soit la chose la plus intelligente à faire. Je veux dire, oui, mais ce sont des gens qui font le tri plutôt que d'aller au recyclage, plutôt que de les détruire. Ouais, peut-être. Ce sont des gens qui se font peut-être un peu d'argent et qui les revendent, qui les reconditionnent, qui en font l'annonce, qui prennent le temps qu'il faut pour. On va pas faire 12 minutes là-dessus, mais pour moi c'est juste une vue de l'esprit. Hein. C'est leur poubelle ou ma poubelle. Mais la destination, ça reste une poubelle. Donc, ça reste, on reste dans la même logique. Sébastien, pour conclure, parce qu'on est long sur ce sujet. Il y a une application. C'est rare qu'on fasse la pub d'une app, mais tu me tends la main pour le faire. En Belgique, qui est très sympathique. Je ne sais pas si c'est international, ça existe en France. C'est Too Good To Go. Oui, c'est un peu le principe. Je pense que c'est belge. Je pense, et donc le principe, c'est effectivement de pouvoir aller chercher des choses, mais là c'est un secteur qui est particulier, c'est l'alimentaire, et donc c'est la bouffe qui est
proche de te périmer qui va être jeté, et là tu vas acheter pour 15 € de bouffe, et en fait tu te retrouves avec un sac de 30 ou 40 €, tu sais pas ce qu'il y a dedans, et là a priori, bon, la plupart du temps, ce que tu vas trouver, c'est à manger, tu vas le manger. Et donc effectivement t'as de nouveau une nouvelle culture qui est en train de se faire, de gens qui ne vont acheter que ça, et qui le soir, on va manger avec ce qui était... Moi, je trouve que là, par contre, pour la bouffe, je trouve que c'est un domaine qui voilà, c'est mieux ça que de jeter bêtement à la poubelle. Bon, effectivement, je trouve que là, c'est pas non plus dans notre culture, malheureusement. Le donner, par exemple, à des œuvres, c'est pas mal aussi. On a vu ça, les Restos du Cœur, par exemple, s'alimenter. Emmaüs fait ça en France avec le recyclage de tous les produits. Donc voilà, c'est une autre manière de voir les choses, parce que le problème aussi, c'est que de remonétiser toutes les choses qui sont un peu destinées à être perdues, ça coupe aussi, je pense à Vinted par exemple, et la revente de vêtements, ça coupe l'herbe sous le pied sur toutes ces filières de récupération de vêtements dégriffés qui permettent de remettre en circulation à moindre prix ou simplement gratuitement pour les gens qui en ont besoin. Voilà, il faut y penser un petit peu aussi à un moment donné. Je pense qu'on a fait long sur ce sujet. Si on fait long comme ça sur tous les sujets, ce dernier épisode de la saison, comme on va l'appeler, même si on est là la semaine prochaine, il va être très long. Très long. On continue avec la lettre C comme crypto, comme crypto-monnaie. China versus crypto, c'était dans l'actualité, non pas de la semaine, mais presque du mois, j'ai presque envie de dire. On parle beaucoup de crypto en ce moment, on parle aussi beaucoup de la Chine, David, et donc du coup, forcément, quand la Chine décide que la fête est finie, on en parle aussi. On en parle aussi, et ça fait chuter le cours, et ça fait mal, et ça fait du bien aussi, tout dépend le point de vue. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Non, la Chine a décidé encore une fois, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus drastique, de mettre fin au minage de crypto-monnaies en l'interdisant purement et simplement. En interdisant également aux banques de traiter toute transaction qui a un rapport avec la crypto-monnaie. Il faut savoir que pour le Bitcoin, la Chine représente plus de 65% du hash rate, c'est-à-dire de la puissance de calcul nécessaire pour maintenir la crypto-monnaie. Par exemple, les 4 principales régions de Chine qui font du minage, c'est Xinjiang, Sichuan, la Mongolie intérieure et Yunnan, qui à L4 représente 65% du hash rate mondial. En fait, le problème a été relevé il n'y a pas si longtemps que ça, quand une usine à charbon est tombé en panne, c'était à Xinjiang, je pense, suite à une inondation, et pendant un week-end, il n'y a pas eu d'électricité, et ça a fait chuter le hash rate de 35%, ce qui a un peu fait prendre conscience de la quantité de minage qui est fait en Chine. Donc évidemment maintenant c'est l'exode, donc il y a des centaines de milliers de machines qui se retrouvent soit à la vente ou soit qui sont expédiées dans les pays aux alentours, aux États-Unis. On parle du Texas, on parle de la Floride comme étant des paradis pour les mineurs, mais comme les Chinois ne peuvent pas voyager, interdits par leur gouvernement aussi, ils font transiter les machines. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe pour l'instant. Évidemment, ils ont vendu en masse ce qu'ils avaient parce que les mineurs gardaient la crypto-monnaie, mais avec le ban et le ban des banques, voilà, ça a chuté de quasiment, c'est passé de $55 000 à $32 000 en très peu de temps. L'Ethereum est touché aussi. Par contre, une bonne nouvelle, c'est que le prix des GPU est descendu. Oui, et peut-être qu'on va retrouver du GPU sur le marché de l'occasion. Je rêve, hein, soyons clairs. Non, c'est tout à fait plausible. Oui, mais il aura bien tourné déjà, je pense. Enfin, c'est des cartes qui auront bien tourné. Oui, voilà. Alors, moi, j'ai toujours un petit peu peur de me lancer sur l'histoire des cryptos parce que je pense qu'il y a à boire et à manger dans tout ce qu'on entend, que je suis personnellement pas spécialiste du tout, hein, et donc je me dis
franchement, où va le monde quand on a vu déjà que ça pouvait fléchir et bouger très rapidement, simplement sur un tweet d'Elon Musk, pour ne pas le citer, par exemple, déjà ça crée des situations un petit peu rocambolesques. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, c'est une opinion sur ce sujet particulier. Ouais, on en a beaucoup discuté, David et moi, ces dernières semaines, parce que ce podcast existe, mais on se connaît dans la vraie vie. Oui. Donc, on est des vrais gens avec des numéros de téléphone et tout, et on parle même informatique en dehors de ce podcast. Donc tout ça pour dire que effectivement, on en discutait sur Elon Musk. Donc pour le moment, sur le premier tweet, on se dit putain merde, qu'est-ce qui nous a foutu Elon? Et il y a quelques jours, je disais à David, finalement, je pense que Elon, sur ce coup-là, a fait un certain coup de génie. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il est clair que depuis des années, le Bitcoin et d'autres cryptos ont une dépendance majeure avec la Chine. C'est pas la première fois. En 2017, ils avaient déjà influencé pas mal le cours du Bitcoin avec quelques annonces un peu dures. Et en fait, ici, Elon a d'une certaine manière réussi ce qu'il aurait fallu des années à faire en demandant gentiment aux mineurs d'utiliser de l'énergie propre. Demain, si effectivement le Bitcoin continue à monter, en minage, en technologie, en nombre de machines derrière, au fur et à mesure, tu vas avoir de plus en plus de voix qui vont dire d'un point de vue écologique, c'est pas bon. Donc il allait encore falloir quelques années avant que le truc s'inverse, tandis qu'ici, en un coup, il a cassé le marché. Alors, est-ce que c'était totalement lui? Ok, mais il a participé à casser le marché et à ce que certains acteurs se disent on va faire du minage propre pour pouvoir réussir à garder une image positive autour du Bitcoin. Et je pense qu'il aurait réussi en 6 mois ce que n'importe quel écologiste aurait probablement ramé pendant 10 ans à faire. Et en même temps, en faisant ça, et il l'a dit, hein, l'argent, il sait comment ça fonctionne. Il sécurise son investissement parce qu'ils ont des bitcoins chez Tesla. Et il doit s'assurer que la valeur continue à être positive. Donc si demain il est attaqué sur un point de vue environnemental, son investissement est à risque. Donc en faisant bouger le marché, il s'assure une certaine rentabilité sur son investissement. Est-ce que ça va marcher? Voilà, c'est un pari. Et il n'est pas à 1 milliard ou 2 près, il s'en fout, ils sont perdus. Hein. Pour lui, c'est pas la problématique. Donc je trouve la question géopolitique derrière est vraiment hyper intéressante. Et il y a plein d'autres points. Hein. Il y a des pays qui ont décidé d'utiliser le Bitcoin en monnaie comme étant leur monnaie nationale. Là, ça crée plein de questions, plein de débats. C'est pas si évident. Il y a des débats de société à avoir sur comment est-ce qu'effectivement ça peut être fait. Et est-ce que la Chine devait vraiment avoir ce contrôle? Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée que la Chine ne soit plus au-delà même des crypto-monnaies, simplement la blockchain déjà a un intérêt. Je voyais encore des échanges suite aux élections en France, aux élections qui ont lieu actuellement, enfin le premier tour. Est-ce qu'on reparle de plus en plus du vote, vu le taux d'abstention? Certains pensent que le vote à distance et le vote par Internet pourrait être une solution. Moi, je pense que c'est plus un problème politique, enfin de comportement plus qu'un problème technique ou de déplacement des gens ou quoi que ce soit. C'est un problème d'intérêt, mais bon, passons. Et que du coup, pour peut-être valider justement un vote, la blockchain pourrait être une solution, pourquoi pas, de sécurisation et de décentralisation du vote des individus. Par exemple. Donc, au-delà les crypto-monnaies, c'est un peu la face visible et tourmentée de la blockchain, mais je ne sais plus vraiment où je voulais en arriver, mais on y est. Oui, mais il y a plein de projets derrière, il n'y a pas juste le Bitcoin, il y a plein de projets qui sont quand même très intéressants pour certains. Pas tous, il faut savoir trier le grain de livret, ça c'est clair qu'il y a c'est comme pour tout. Mais voilà, je pense pas qu'on reviendra en arrière et qu'on n'est pas dans le même principe que la guerre à la tulipe comme on a eu il y a quelques centaines d'années. Ici, il y a vraiment un choix technologique qui apporte quelque chose. Est-ce que la valeur va monter? Est-ce qu'elle va rester? Ça, bon, nul ne peut le prédire exactement, quoi. Est-ce que cette valeur technologique n'est pas un peu dévoyée justement par la spéculation, en fin de compte? C'est un peu ça, qui est dommage. Il me semble, hein? Non?
Oui, mais ça c'est aujourd'hui, dans 5 ans, je pense pas qu'on en parlera de la même manière. Il y a des projets qui sont vraiment importants et qui prennent de la place. Tu prends le Theta est en train de prendre beaucoup de place au niveau du streaming, des conversions vidéo, etc. Et c'est pas le seul projet. Il y en a beaucoup qui sont en train de proposer des services que sans blockchain, tu n'aurais pas réussi à avoir aussi de manière aussi facile, donc, ou même tu n'aurais pas pu avoir tout court. Donc oui, clairement, si les médias continuent à faire un focus uniquement sur le Bitcoin, ça enlève un petit peu le plaisir, enfin oui, la valeur de l'innovation. Ça, on est d'accord. Ok, bon, on passe à la lettre suivante. La lettre C comme crypto, voilà. Si en plus de ça, on me met 2 fois les mêmes lettres, on va pas avancer. Mais c'est pas le même sujet. Sébastien, on va parler de crypto, effectivement. d'Africrypt, comment 2 frères partent avec 3,6 milliards en crypto. Justement, on parlait de spéculation, on est dedans, là. Ouais, alors on ne sait pas où ils sont. Si vous les connaissez, si vous les voyez, faites un signe. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de ces 2 frères. Ah ben, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que oui, pour me demander des sous, pour les débloquer, pour hériter, pour leur héritage, aller les aider. Non, je rigole. Avec une photo de lingots sur des coffres. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc, ils ne t'ont pas envoyé un mail qu'ils avaient réussi à allumer ta caméra pendant que tu allais sur certains sites. En même temps, c'est les mêmes en fait. Oui. Tu les as eu aussi, ceux-là? Oui. On les a tous eus, je pense. Ça, celui-là, la première fois que tu l'as, tu rigoles. Il était très bon, ce spam. Et donc, on en reparlera à l'occasion pour que nos auditeurs ne meurent pas idiots. Mais voilà, c'est une histoire de webcam, de mot de passe et de Bitcoin. C'est clair. Donc ici, c'est Amir et Raïs Kaji. Je pense qu'ils s'en foutent si je prononce mal leur nom. Et donc, c'était les deux frères fondateurs d'Africrypt. Donc c'était un site d'échange de crypto en Afrique du Sud. Et en avril dernier, ils ont envoyé un mail à tous les utilisateurs du site en disant « Bon, on est désolé, le site a été piraté, mais surtout ne contactez pas les autorités, on va régler le problème plus vite si vous ne contactez pas les autorités. » Et donc, certains sont quand même un petit peu inquiétés. Du jour au lendemain, tous les employés de la société n'ont plus eu accès au site en question. Et on s'est rendu compte, en suivant un petit peu les transactions, que les gars, ils sont partis avec 3,6 milliards. 3,6 milliards, je répète, c'est quand même pas ridicule, en crypto-monnaie. Et que les mecs les ont après envoyés sur des sites d'échange, c'est-à-dire en fait c'est des pools où tu mets un bitcoin ou moins et tu en reçois un autre d'un autre qui a été mélangé, donc tu ne sais plus vraiment qui est derrière. Et donc ils ont anonymisé le truc et donc finalement ils sont partis avec le pognon de toute la banque. C'est un peu comme les banques méthode de Far West. Tu ouvres ta banque et puis en un coup tu mets tout l'or dans la diligence et tu te barres avec. Tu traces. C'est ce que les mecs ils ont fait. Et c'est pas la première fois que ça arrive en Afrique du Sud, c'est déjà le deuxième échange où en fait les mecs se barrent avec la caisse. Donc voilà, il y a peut-être besoin d'une certaine réglementation, de vérifier les casiers des personnes, je ne sais pas, il y a des choses à faire, mais en tout cas là. Il y a certainement un bon paquet d'épargnants qui sont en train de pleurer en Afrique du Sud et ailleurs, mais la probabilité qu'ils récupèrent leurs fonds est proche de 0. Ça n'aide pas à avoir confiance, une fois de plus, je dis ça. Je dis rien, c'est vraiment voilà, c'est malheureux, mais personne n'est à l'abri finalement, contrairement à nos comptes épargne qui sont quand même garantis par l'État. Je dis ça au passage. Mais voilà, Oui, mais en même temps, tu as des banques qui sont autorisées. Il y a eu encore un État il y a quelques jours aux États-Unis qui sont autorisés à le stocker pour toi. Donc c'est quand même toujours un peu la même chose. Tu mets ton argent dans une banque en Belgique, c'est pas pour ça que la banque ne va pas faire faillite. Hein. C'est pas comme si ça nous était pas arrivé. Donc maintenant, ils se barrent rarement avec le pognon dans une banque aujourd'hui en Europe, mais que tu perds ton pognon parce que tu l'as mis dans une banque, bon, ça arrive. Hein. Et on n'est pas le seul pays. Nous, on s'en est encore bien sortis.
avoir ce genre de truc. Donc ça veut pas dire charrette. Maintenant là, oui, ce qui est étonnant, c'est la valeur quand même, parce que quand tu arrives à avoir un échange qui arrive à monter à plus de 3 milliards de crypto, t'as quand même beaucoup de couillons qui se sont fait voler quand même. Oui, effectivement. Enfin, en même temps, couillon et demi, hein, je veux dire... voilà, ça peut arriver. Enfin, tu serais sud-africain, tu serais peut-être dans le lot, hein. Je serais peut-être dans le lot. Et les mecs, ils avaient une société, des employés, donc ils ont fait tourner le truc, lancé suffisamment longtemps pour dire amasser le pognon, et au bon moment, ils se barrent avec la caisse. Bon, voilà. Merci, bonsoir. Donc, soyez prudents. Hein. Enfin, sous nos latitudes, ça arrive un petit peu moins, mais il faut quand même être attentif. C'est de l'argent, malgré tout. Donc, il faut garder Oui. C'est ça, n'empêche, pour 3 milliards, je pense qu'ils ont largement moyen de refaire un peu des chirurgies esthétiques, on les retrouvera jamais. Hein. Non, ils vont même pouvoir se cloner avec une somme. Voilà, hein. Ils sont sur Mars, c'est 3 milliards, qu'est-ce que tu veux, on les retrouvera plus. Ou alors, s'ils se font attraper, excuse-moi, mais ce sera vraiment ballot. Ils auront tout dépensé, hein. Ils auront bu du cocktail à gogo. Tout dépensé. Tout dépensé, je sais pas. Tout dépensé, c'est chaud. Hein. Ça va se voir. Dites qu'il y a un type qui nous a acheté pour 3 milliards de saucisses Bifi. Normal. Oui, ils aiment beaucoup ça. En fait, c'est le truc d'Amazon. Ils achètent beaucoup, ils renvoient après. Oui, c'est ça. En fait, c'est eux qui sont responsables de cette dépense. Bon, allez, on passe à la suite. Parce qu'il faut quand même reprendre un petit peu son sérieux et parler de choses sérieuses, comme par exemple la disparition de John McAfee. On reste un petit peu dans le domaine des crypto-monnaies aussi, hein, puisqu'il y a vachement touché, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est qui nous en parle? C'est Seb qui nous en parle, de John McAfee. Oui. Alors, personnellement, j'ai rien pour le monsieur, parce que j'ai suivi ses phrases qu'à travers les années, mais sans vraiment m'y intéresser au jour le jour. Et finalement, quand j'ai lu la news, je pense que c'était ce matin, j'ai lu le truc, j'ai eu quand même un petit moment d'émotion en disant, putain, c'est un mec qui a créé une histoire dans l'informatique. C'est pas n'importe qui. Le mec a créé le premier antivirus. Il a fait toute une série effectivement de phrases il a été accusé d'importation d'armes dans certains pays. Il a eu plein de problèmes avec la crypto. Il avait annoncé qu'il allait manger, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans, qu'il allait manger ses testicules si jamais le Bitcoin n'arrivait pas à 1 million de dollars. Il a fait des déclarations que franchement que personne d'autre n'aurait pu faire. Petite précision tout de même, l'antivirus McAfee, il l'a vendu à Intel en 2010, si je ne dis pas de bêtises. Hein, donc il y a 15 ans, il disait, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, donc ça doit faire 17-18 ans, ça doit faire un certain temps. Oui. Ah oui, quand même, plus que ça. Donc voilà. Il a quitté McAfee en 94. Oui, donc il a sa boîte, tu veux dire. Il s'est quitté lui-même il n'y a pas longtemps, mais il a quitté sa boîte, sa propre boîte. Voilà. C'est ça. Donc tout ça, voilà. Un antivirus qui a la réputation, encore aujourd'hui, un peu malsaine de ne pas pouvoir être désinstallé une fois qu'on l'a installé. Voilà. Et alors, tu me tends une perche incroyable, c'est que rechercher sur YouTube, il y a une vidéo où il explique comment désinstaller McAfee. C'est une vidéo qui vaut de l'or où je vais pas tout vous spoiler, mais on vous expliquera tout sauf comment désinstaller McAfee. Mais quand tu vois la vidéo, tu comprends un petit peu à quel point le personnage était perché, mais pas perché au haut de l'échelle. C'est stratosphérique. C'est stratosphérique. Ouais. Et donc il a terminé sur la paille et il a posté beaucoup sur Twitter, mais contrairement à des gens comme Elon Musk, il y avait pas beaucoup de gens qui répondaient, donc il a eu des petits moments de déprime, mais publiquement, hein, il disait clairement, bon voilà, effectivement, moi j'ai 3 millions d'abonnés, mais quand je poste un truc, est-ce que quelqu'un me lit réellement? Tout le monde s'en fout, quoi. Mais il avait plus un bal, donc s'il passait de millionnaire à paria. Il a perdu tous ses amis quand on l'a accusé d'avoir fraudé donc ses impôts aux États-Unis. C'était un libertarien pur et dur, donc il voulait être président des États-Unis, mais en mode plutôt cow-boy. Le mec est un personnage à lui tout seul. Il y a moyen d'en faire plusieurs films, hein, une saga. Et il y a un an, il disait, peu de temps après que Epstein se soit suicidé avec les guillemets en prison, il disait, écoutez, parce qu'il était déjà prévu pour la gaïole,
il disait sur Twitter, si je me pends dans ma prison, dans la prison, ce ne sera pas de ma main, de ma propre main. Donc il préparait, parce que c'était aussi un complotiste incroyable, donc il a annoncé qu'il ne se suiciderait pas en prison, que ce serait d'office un complot. Il s'est suicidé en prison. Donc... il s'est fait un tatouage d'ailleurs comme preuve que si le jour qu'il a fait cette déclaration-là, que s'il venait à mourir en prison, s'il se faisait suicider, ça serait pas de sa propre main. Il s'est fait tatouer, il a mis une photo de son tatouage comme preuve, et il a accusé les services secrets des États-Unis de le menacer, de le faire suicider. Il est un peu parano. Mais il y a pas. Oui, mais il y a pas mal de controverses et pas mal d'histoires qui sont en train de se raconter sur les réseaux sociaux, dont certaines personnes qui pensent qu'en fait il n'est pas mort, qu'il a simulé sa mort et qu'il est vivant et qu'il s'est caché, parce qu'apparemment il aurait déjà dans le passé simulé une crise cardiaque pour échapper. Je sais plus ce que c'était comme histoire. Comme dit Seb, c'est un personnage qui est assez intéressant. Par contre, c'est quand même triste de voir quelqu'un qui fait quand même partie de l'histoire de beaucoup de gens finir en prison dans des conditions comme ça et s'en aller. C'est triste, c'est émouvant. Il était prévu qu'il soit extradé vers les États-Unis justement pour répondre de cette problématique avec du fait qu'il n'ait jamais payé d'impôts. En fait, il a gagné des millions de dollars en faisant des conférences, en vendant des trucs, en achetant, en vendant, machin, etc. Il voulait pas payer ses impôts et donc finalement, l'Espagne venait d'accorder l'extradition de John McAfee vers les États-Unis. Ça aurait été l'élément déclencheur du fait qu'il se suicide. Voilà. D'un autre côté, son épouse ou ex-épouse déclarait aussi il y a peu à la presse espagnole qu'elle considérait qu'il n'était pas bien soigné en prison parce qu'il était quand même âgé, 75 ans. Donc, 75, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas voilà. Il était un peu déprimé les derniers temps. Mais j'en ai pas en fait parlé à Seb il y a une semaine, je pense. Il y a à peu près une semaine, je t'ai envoyé un lien sur McAfee qui était en prison, et c'est toi là ce matin qui m'a envoyé le message. Il s'est suicidé. Et ça t'a fait quelque chose. Oui, je pense qu'aussi, il y a un petit côté émotif parce que ce genre de personnages, on est des techs, ils font partie de notre histoire. Il a inventé le premier antivirus. Et puis après, il t'a fait des centaines de messages et de vidéos où il expliquait que lui n'a jamais utilisé le moindre antivirus de sa vie. Et donc c'était, tu vois, une contradiction, un iconoclaste, c'était tout ce que tu veux. C'est un gars qui, je trouve, est aussi attachant qu'Elon Musk, tout en étant tout aussi, pas aussi, comment dire, stable, parce que clairement il n'était pas stable, mais après je vous engage à quand même aller voir quelques vidéos de lui sur YouTube où il a expliqué ce qu'il pensait du Bitcoin réellement très sérieusement, et son discours était vraiment extrêmement bien, à certains moments très visionnaire sur ce qui allait se passer et très bien construit. Il avait les pieds sur terre, on le considère comme un iconoclaste, mais le mec était très loin. Pourtant il a travaillé pour la NASA. Il a commencé c'était son premier emploi, je pense, à la NASA. Oui, c'est ça. Et il n'était pas con. Non, pas du tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un... Et il laisse 47 enfants. Oui, enfin, ça, c'est ce qu'il dit. C'est vrai. Si. Non, mais, il aurait 47 enfants. On peut plusieurs femmes. On peut s'émouvoir de la disparition d'un personnage, entre guillemets, illustre, etc. C'est pas pour autant que c'est quelqu'un de bien. Faut mettre un peu l'église au milieu du village. Ah non, mais il a fait du trafic d'armes, il a fait plein de merde. Voilà, mais ça reste un personnage qui voilà, c'est une histoire qui se termine. Enfin, qui se termine. Peut-être qu'un jour on parle. Moi, je me rappelle par exemple avoir vu dans le genre Iconoclast, on fait pas mieux non plus, le garçon qui a inventé Chatroulette, qui est un russe, je pense, ou en tout cas d'un pays de l'Est. Et ce type est insupportable. Ça fout des frissons dans le dos parce que il dit moi je n'utilise pas de Chatroulette, je n'utilise pas cette merde. Ça c'est vraiment fait pour les imbéciles. C'est les imbéciles qui s'en servent. Moi je gagne ma vie avec, c'est tout. Il est d'une froideur et d'une distance par rapport à ça. Chatroulette qui fonctionne toujours malgré tout, il continue à gagner du pognon avec, c'est très bizarre mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est le genre de personne, moi je peux pas avoir beaucoup de respect
pour elle, mais je reconnais que il représente quelqu'un dans le continuum technologique. À un moment donné, il y a eu une étape, il y a eu un monsieur qui s'appelait McAfee, qui a fait ceci, cela, qui a marqué l'histoire des technologies de son nom, puisque le produit était son nom en plus. Ça aide un petit peu aussi. Je suis pas certain qu'on en parlerait de la même manière s'il avait appelé son antivirus, tu vois. Voilà, il y a un peu de ça aussi. Il y a un certain ego aussi. Hein, oui, c'est ça, voilà. Bon, allez, on passe à la suite. R comme robotique, avec un truc... Alors moi, j'avais vu passer l'info, mais ça remonte déjà à quelques semaines maintenant. Et alors, apparemment, maintenant, c'est confirmé. C'est Hyundai qui rachète Boston Dynamics, David. Oui, c'est bien ça. Donc, Hyundai rachète Boston Dynamics pour la modique somme de 1,1 milliard de dollars, c'est-à-dire le tiers de ce que les deux frères ont empoché. Et donc voilà, Hyundai espère développer tout ce qui est non seulement robotique, mais également véhicules à conduite automatique, des usines intelligentes. Boston Dynamics, c'est une société que moi personnellement j'ai toujours admiré quand j'ai vu leur robot humanoïde, toutes les vidéos, les présentations. D'ailleurs, ils ont été rachetés en premier par Alphabet, qui est Google, qui a été ensuite racheté par SoftBank, un conglomérat japonais, et maintenant Hyundai. C'est intéressant. C'est une boîte qui revient régulièrement dans les news chez nous. On en parle. Il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, on en a parlé avec Adrien, pas Adrien, Aurélien. Sébastien, non, avec Aurélien, parce qu'ils ont sorti une nouvelle machine qui décharge les containers carton par carton, qui fait ça très très bien, et c'était magnifique. La vidéo était magnifique. Je la retrouve pas ici, mais c'était voilà. Comme quoi, il y a régulièrement de l'actualité autour de cette marque et de ces robots qui sont toujours très impressionnant. Il faut dire qu'ils ont une mise en image, un marketing qui est très rodé, très, très, très efficace, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si on veut spot le robot chien, on peut l'avoir pour la modique somme de 74 500 $. Bah, pour ce prix-là, il peut te conduire au boulot. Hein. Non, c'est un petit robot jaune qui n'aboie pas. Oui, tout à fait. Et qui a équipé la police française à un moment donné, ou l'armée française, ou la gendarmerie française. Ils l'ont remballé, apparemment, il y a très peu de temps. C'était sans doute une expérience. Peut-être ça reviendra à une autre occasion. Mais là, ils ont abandonné un petit peu provisoirement l'expérience en question. Ils sont chez Amazon dans les invendus. Peut-être. Dans les retours. Enfin voilà, Hyundai, c'est une marque qu'on connaît parce que marque de bagnole, etc. Mais ce n'est pas que ça, hein. Hyundai, je pense. Non, mais Hyundai a déjà énormément travaillé sur des humanoïdes pour le passé, et ça fait depuis fin du siècle dernier qu'Hyundai essaye de faire des humanoïdes, et on a des programmes de recherche énormes. Si tu regardes certaines usines du début de la robotisation des usines de voitures, justement, sans que ce soit nécessairement des usines Hyundai, tu voyais des robots soudeurs, comme on voit souvent dans les chaînes de montage, marqués Hyundai. C'est une marque qui revient régulièrement. Hyundai, il y a des objets de chantier, enfin du matériel de chantier, des grues, des choses, trucs comme ça. Voilà, ils font pas que des voitures, c'est ça que je voulais dire. Et donc forcément, là, ils se sont mis dans la poche un truc en plus, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Vous trouvez pas que finalement, par rapport à toutes les valos qu'on a vues aux États-Unis ces dernières années, c'est pas si cher? Non, c'est étonnant, mais c'est pas, voilà. Mais en même temps, ils ont pas un carnet de clientèle extraordinaire non plus. Hein. Oui, c'est à l'époque quand Google l'a racheté, il y avait pas non plus, tu vois, c'est pas comme si ça générait de l'argent à l'époque, tu vois. Il y a plein de boîtes qu'ils ont rachetées où il y avait 10 pelés et ils dépassaient le milliard. Là, vu la recherche qui a été mise dans ce truc, et ils sont seuls sur le marché, c'est pas demain que t'en auras un autre qui va réussir. Après 1 milliard, c'est beaucoup, hein, mais je trouve pas le prix exagéré. Comme on disait là tantôt, nos amis sud-africains peuvent en acheter 3. Voilà. Mais non, c'est pas une petite somme. Il faut être très clair quand même. Malgré tout. Mais je pense que c'est surtout dû au fait qu'ils sont encore beaucoup dans la recherche et le développement et pas tellement dans la commercialisation, même s'ils équipent certainement des entreprises, etc. Mais ça, on ne le voit pas énormément, en fait. Hein. On en parle les pas militaires, beaucoup. Les militaires vont pouvoir acheter en masse.
Ouais, sans doute. Ouais. Ok, bon ben voilà, c'est une info que moi j'avais déjà vu passer il y a quelques temps et que voilà, qui semble se confirmer de plus en plus. Donc non, ça a été confirmé, c'est ça le truc. Oui, le deal a été confirmé. Oui, enfin le deal, moi ça faisait un moment que ça oui. je devais déjà pointer ça du doigt il y a quelques mois même, je pense maintenant. Mais, oui, mais maintenant il est confirmé, ça se fait, c'est bon, et les sous sont donnés, ils peuvent y aller. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. On passe à la suite. Payés. Voilà, c'est ça. Est-ce comme Sideload, on va parler un petit peu d'Apple et de son patron, en gros, aussi, par la même occasion, Sébastien. Oui. C'est la petite partie de lobbying contre le Sideload chez Apple. Oui, alors j'hésitais parce que si vous voulez de l'Apple, il y aura encore sans vouloir spoiler, un sujet Apple, éventuellement, peut-être, hypothétiquement, dans le bonus. Ah, ben voilà. Pourquoi pas voilà. Et j'hésitais entre les deux sujets, celui-ci ou l'autre, et finalement c'est celui-ci qui est ici, et l'autre peut-être dans le bonus. Il faudra écouter le bonus. Voilà, pas le choix. Et donc oui, c'est une interview, je l'ai reprise, finalement, il n'y a pas énormément de contenu derrière, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Si je l'ai sélectionné, c'est parce que ça me fait réagir sur l'hypocrisie, simplement. Et j'aime pas l'hypocrisie, voilà, c'est mon droit. Après tout, je dis ce que je veux ou presque. Moi, j'aime pas le caca, par exemple. J'aime pas voilà. le caca. Et toi, David, ça va chez toi ? C'est mon droit. Toi non plus. Et donc, c'est une interview dans Ars Technica où c'est assez rare, effectivement. On a une interview de Tim Cook, on l'entend pas trop souvent. Et donc, il y a quelques phrases qui sortent qui, je trouve, sont assez amusantes, où effectivement, il se positionne très contre le sideload, parce que, selon lui, à partir du moment où ils accepteraient le sideload... Ah, c'est quoi le sideload ? Oui. C'est vrai, le sideload, c'est le fait de pouvoir installer une application par le côté. Donc, sideload, c'est-à-dire, en gros, pas par le Play Store, pas par l'App Store, mais une application en la connectant à votre PC ou en téléchargeant un truc. Ben non, vous ne pouvez pas, c'est uniquement des applications qui sont validées par Apple. Alors pourquoi est-ce qu'ils considèrent que c'est un problème de sécurité et pour l'environnement Apple? C'est parce qu'il dit à cause de ça, le sideload, on ne contrôlera pas ce que tu installes. Et que tu pourrais avoir des applications qui te traquent, qui prennent tes données, blablabla. Bla, bla. Fondamentalement, ça me fait un peu sourire ce point-là parce que tu vois Google sur Android, c'est tout à fait possible. Tu peux le faire. Tu dois activer une option pour dire que tu comprends les risques, mais tu peux le faire. Et en même temps, même si tu le fais, Google va quand même scanner ces applications pour s'assurer d'une certaine sécurité de ce que tu vas installer. Il ne te laisse pas installer tout et n'importe quoi. Donc, il y a moyen de proposer une sécurité tout en donnant cette ouverture. Ce que tu veux dire, c'est que l'argument tient, quelque part l'aspect sécuritaire, on peut l'entendre, mais que... il y a des solutions. Il y a des solutions autres que celles de simplement le mettre dans un environnement qui est propre à Apple, dans un écosystème fermé, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme si tu as peur que tes enfants se fassent écraser dans la rue. Tu dis, j'ai peur que tu te fasses écraser. Tu restes à la maison, tu vas jamais être écradé. Oui. Mais tu peux juste faire attention à tes enfants quand ils sont dans la rue. Tu les tiens par la main. C'est la même chose. Le même trottoir. Ils peuvent faire le tour du pâté de maison, mais ils ne peuvent jamais traverser. C'est ça, en fait. Hein. C'est un peu la même chose. Et donc, tu as un peu ce manque vis-à-vis de Tim ici. Et alors, bon, ça, c'était le premier point où j'ai dit, bon, tu te fous quand même un peu de nous, si j'ai envie d'installer une application, ça m'emmerde, et c'est une des raisons pour laquelle tu ne m'as pas sur iPhone depuis toujours, ça m'emmerde de devoir demander l'autorisation à Apple d'installer quelque chose sur le téléphone que j'aurais payé. Et donc je trouve que ça contrevient à une de mes libertés fondamentales. Et donc, tu vois, j'aime pas l'hypocrisie, j'aime bien les libertés, c'est la barre, ça commence à avoir des effets. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, tu vas passer avec bientôt la chemise à carreaux avec à courte manche, avec des 4 couleurs dans la poche. Oui, ou alors le truc rouge et le fond rouge révolutionnaire, ça, tu vois. Un marteau, une faucille. Tout est bon, quoi. Ouais. Et un deuxième
deuxième point, effectivement, sur lequel il revenait, et que du coup je suis troublé, je ne sais plus. Voilà. Ah oui, c'est qu'effectivement, il disait Apple s'est toujours battu pour la vie privée, ça a toujours été au cœur de toutes nos campagnes, de tous nos produits, etc. Et puis après, tu réfléchis, tu reprends un petit peu les articles que tu as lus ces derniers temps, les reportages, tu reprends le truc sur la GDPR, c'était un truc d'ailleurs aussi de Cache Investigation, salut Cache Investigation, où il te donnait les budgets des entreprises américaines qui ont fait du lobbying contre la GDPR parce que ça les enrageait pas. Quand même, c'est un commerce de données, et donc là on allait leur mettre les bâtons dans les roues. Et Apple n'est pas le dernier à avoir mis des sous sur la table. Google en a mis plus qu'eux, mais Apple il en a mis beaucoup aussi. Donc voilà, faut pas non plus prendre les gens tous pour des idiots. On peut dire publiquement qu'on est pour la vie privée, mais derrière, Apple est pour son environnement et la vie privée que lui, il contrôle. Oui, c'est ça, sans doute. Maintenant, c'est un discours qui tient bien la route et qui plaît aussi. Hein, quand on voit aujourd'hui les applications... toutes ces applications... Attends, laisse-moi terminer. Toutes les applications qui maintenant t'obligent quelque part à choisir est-ce que tu veux que tu sois tracé ou pas, moi, c'est un discours, très honnêtement, que j'entends. Et systématiquement, comme 85% des gens qui sont interrogés par leur application, je dis non, je veux pas être tracé par votre application. Si ce n'est pour des raisons techniques, oui, mais pas pour du commerce, par exemple. Voilà. Ça, c'est un discours qu'un certain public peut entendre. Voilà. Et qui vaut bien d'autres discours. Oui, mais voilà, il y a une partie d'hypocrisie, hein, pour reprendre le mot. On n'arrive pas où ils sont sans avoir effectivement fait des coups de canif dans le contrat à certains degrés, mais il faut reconnaître quand même que quand ils font certaines choses, c'est assez béton parce que c'est souvent inattaquable ou peu attaquable. Ouais, d'accord, mais au doigt mouillon, tiens, on va tester ça. Oh, voilà, on a mis le doigt dessus. Voilà. Ouais, ça passe, mais quand tu grattes, le mec dans l'interview te dit que effectivement, il est pour la GDPR, qu'ils l'ont toujours soutenu, et qu'ils sont pour continuer le truc. Bon, faut pas prendre tout le monde pour des idiots sur le truc. Et maintenant, il faut peut-être s'entendre aussi parce que il faut se méfier des interviews, il faut se méfier. Enfin, je me méfie aussi de Tim Cook, hein, soyons clairs, je lui tournerai pas le dos, mais c'est une transcription. Le truc est là, hein, si tu veux l'écouter, voilà, c'est une transcription. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que on peut comprendre que du point de vue américain, et on a déjà parlé de ça ici dans les technos, d'un point de vue américain, GDPR n'est pas... Enfin, pour certains points peut-être très acceptable et pour d'autres pas du tout, selon leur philosophie de liberté, d'entreprise, etc., où ils peuvent pas comprendre ou assimiler certaines notions, même difficilement assimilables des fois par nous-mêmes, autour de la GDPR. Ça, je pense qu'on peut comprendre que voilà, ça puisse coincer aux entournures, mais pour des questions culturelles essentiellement, je pense. Non. Oui, ok. Éventuellement, je peux lui redonner le bénéfice du doute. Mais après, il y a plein d'autres choses qui me font râler fondamentalement sur Apple. Tu peux pas avoir un discours pro-écologie, pro-vie privée, et en même temps considérer qu'un MacBook qui a 4-5 ans, tu refuses de le mettre à jour parce que il est trop vieux, alors que le truc fonctionne impeccablement. Oui, mais à côté de ça, je suis d'accord, je me fais l'avocat du diable peut-être, hein, mais à côté de ça, depuis quelques temps maintenant, la rétrocompatibilité d'OS par rapport aux iPhones est la plus étendue de tout le marché. C'est-à-dire qu'ils font plus de 6 ans maintenant de rétrocompatibilité, ce que ne font pas les autres marques avec Android. Tu vois, voilà, on peut... Ah oui, alors on peut continuer. Oui, d'accord, mais c'est peut-être parce que sur les 6 dernières années, ils n'ont pas beaucoup évolué sur les iPhones et c'est toujours les mêmes. Oui, mais ça, voilà. Celle-là, tu l'attendais pas, hein. Non, mais ça, c'est même pas un argument. Non, mais voilà. C'est une boîte à troll. Tu veux des commentaires, on va en avoir, là. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'on n'arrivera jamais au bout de ce débat. Ce débat est ridicule et il n'aboutira jamais. Voilà. Ouais, mais on a fait 9 minutes quand même, t'as vu. Hein. Non, on a fait 9 minutes et 3 secondes, effectivement. Après, on aura le bonus aussi pour se rattraper. T'inquiète pas, on pourra parler aussi de la manière dont Google soigne ses clients. De manière assez abrupte, d'ailleurs. Si vous voulez bien, on passe à la lettre suivante, hein, par exemple. C'est vrai que ça va faire des commentaires. C'est pas grave, c'est fait pour. T'es comme Tesla, David. On parle de Dojo, peut-être en...
Je sais pas, en fait, Dojo ou le cinquième Dojo, je pense. Oui, enfin, ça dépend si on le prononce à l'espagnol ou à la française. Le cinquième plus puissant supercalculateur au monde. Voilà, donc... C'est le décalage, il y a un petit lag, vous inquiétez pas. Donc, Dojo à la japonaise. Oui. Donc, Tesla a annoncé la mise en route de la première phase de leur le nouveau super calculateur. Ça se dit comme ça en français ? Oui, on peut le dire comme ça. Voilà, donc leur but c'est d'arriver à une puissance de calcul de l'ordre de l'hexaflop. Alors l'hexaflop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on dit un mégaflop pour dire 1 million d'opérations à la seconde. Après ça, on a le milliard. Après ça, on a le trillion. Après ça, on a 1000 trillions. Et puis après ça, on a l'hexaflop qui est 1 million de trillions d'opérations à la seconde. Donc c'est beaucoup de calculs. Oui. Donc en fait, à quoi tout ça va servir ? Ça va servir à l'entraînement de réseaux de neurones pour les voitures intelligentes de Tesla. Par exemple ici, ils font un entraînement avec un dataset qui constitue 1 million d'enregistrements vidéo de 10 secondes sur chacune des 8 caméras et les détecteurs lidar du véhicule. Avec 6 milliards de labels d'objets qui sont, c'est-à-dire les particules et tous les objets sur les vidéos pour lesquels on a une information de distance par rapport au véhicule et de vélocité. Ça représente 1,5 pétabyte de données. Et pour générer des réseaux de neurones capables de faire une conduite intelligente, il faut faire beaucoup de calculs. Pour donner un petit exemple, c'est par exemple, on a un camion qui passe devant la voiture, il y a un nuage de poussière et de débris qui sont éjectés et qui rendent en fait les caméras aveugles pendant jusqu'à quelques secondes, et il faut que ces réseaux de neurones soient entraînés que pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour tous les cas de figure qui puissent exister. Voilà. Sinon, derrière, c'est du matériel NVIDIA. Du GPU. Encore. Donc, oui. Encore. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a circulé à un moment donné, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'était cette voiture, c'était une Tesla, je pense, qui freinait régulièrement alors qu'ils étaient sur l'autoroute, on comprenait pas pourquoi, et en fait, devant, il y avait un camion avec des feux de signalisation qui étaient dans la benne, et donc la voiture repérait les feux de signalisation, et dit, oh là là, c'est un feu, je m'arrête, et puis il repartait. Feu rouge. Feu rouge. Donc voilà, comme quoi, c'est vrai qu'il faut peut-être un petit réseau neuronal pour interpréter l'idée de quand il y en a plusieurs et que c'est dans un camion, c'est pas un vrai feu. En fait, c'est ça, hein, c'est un peu ça le concept. Je vois la tête de Sébastien un peu dubitatif de ce côté. Non, mais tu vas m'en vouloir t'en vouloir de me donner la parole, parce que depuis le début du sujet de David, j'essaie de retrouver la blague et je la trouve pas. Et donc je fais un appel à la collectivité, parce qu'il y avait une blague où il y a un truc qui faisait flop, et le seul truc, parce que j'ai cherché sur Google pendant ce temps-là, et le seul truc que j'ai retrouvé pour le moment, c'est une girafe qui se promène, il y a un hélicoptère qui passe, et flip-flap la girafe. Mais il y une truc avec flop, mais je ne le retrouve plus. Voilà, ça c'est... Moi j'ai une petite camion. J'ai une petite idée, mais j'en parlerai en off. J'en parlerai en off. Voilà. Donc, aidez-moi dans les commentaires, je ne le trouve plus. C'est pas avec ta grand-mère ou un truc comme ça? Truc flop. Un truc comme ça. Enfin, je sais pas, on verra. Si vous avez, effectivement, en commentaire, si vous avez une blague avec un flop. C'était flop. Alors ne venez pas nous sortir le paf le chien, on sait, c'est bon. Et flip-flap la girafe, c'est que ça s'est retrouvé. Ça c'est fait aussi. Donc, et c'est pas dit que dans ton flop-flop il y a une histoire d'animaux non plus. C'est un doute. C'est pas dit. C'est pas dit. Donc paf le chien on oublie, flip-flap la girafe on oublie, flop. Qu'est-ce que vous mettez avec le flop-flop? À vous de nous dire. Ce podcast devient très très intéressant. Je pense que je peux comprendre qu'il y en a certains qui comprennent pas. Tu t'en veux, hein. Non, mais il y en a qui ne comprennent pas nos petites blagounettes. Voilà, il y en a d'autres qui trouvent que ça donne de la vie. Moi, j'ai pas compris. Flip-flap la girafe, et l'hélicoptère, et flip-flap la... Bon. Oui, mais on parlait de voiture.
En plus, voilà. Oui. Mais c'est par rapport aux pétaflops, aux hexaflops. Au mégaflop. Voilà. Ouh là là. Je pense qu'on va vite terminer cet épisode. Hein. On passe à la lettre suivante. Là. Non, c'est pas flop la girafe, c'est flip-flop la girafe. Flip-flap la girafe. Seb, on va terminer avec toi cet épisode et la lettre V comme vie privée, puisque Brave, le navigateur Brave, dont on vous a déjà souvent parlé dans ce podcast, lance donc son moteur de recherche pour concurrencer Google, mais aussi sans doute pour d'autres raisons, on imagine. Oui, c'est marrant, t'as vu, on refait de la crypto. On a quand même fait 4 sujets où de près ou de loin, ça commence à tourner autour de la crypto. Mais voilà, il y a de plus en plus de projets et de sociétés qui sont dans la blockchain. Ouais. Et c'est pas juste du spéculatif, il y a des vrais projets derrière. Le projet de Brave, effectivement ici, c'est de lancer et il l'a lancé en bêta. C'est search.brave.com. Je pense, et donc c'est un moteur de recherche, et c'est bien ça, search.brave.com, et donc c'est un moteur de recherche pour concurrencer Google. Ça se sent parce que le look and feel est quand même très inspiré. Tu vas dire c'est très difficile de faire un moteur de recherche autrement, ouais, mais c'est quand même fort inspiré. Au niveau des résultats, je l'ai essayé un peu tout à l'heure. Bon, je vais pas dire que j'étais enchanté de trouver directement ce que je voulais, ça trouvait ce que je voulais, mais ils ont 2 modes, ils ont un mode global et un mode près de chez toi, hein, donc où ils font une recherche de trucs localisés autour de toi sur un terme. J'ai cherché un terme qui devait être autour de moi parce que c'était le nom de ma boîte et je m'y trouvais. Il m'a demandé la localisation et il m'a trouvé que j'étais effectivement en Belgique et la boîte n'y était plus du tout, alors que dans les résultats classiques elle y était. Donc voilà, je peux pas dire que j'étais transcendé par les résultats. Je pense pas que c'est ce que tu cherches sur ce genre de moteur de recherche. Ce que les gars proposent, c'est effectivement pas de tracking, pas de cookies, on va pas aller vérifier sur quoi t'as cliqué. Ils ont un petit mode que je n'ai pas trouvé, mais qui doit pas être bien caché, qui te permet de quand même aller faire une recherche Google si tu n'as pas trouvé sur Brave, donc ils savent qu'ils trouveront pas tout directement. D'ailleurs, tu l'as trouvé en dessous, les recherches, c'est là, t'as Google, Bing et compagnie. Donc ils ont un fallback vers Google et ils vont vivre par de la publicité. Donc voilà, le modèle va être exactement le même que ce que fait Google, sauf que tu auras le choix entre payer pour pas avoir de pub, et donc pas de tracking, ou voir la publicité, mais sur le modèle de Brave, il y a une partie qui te sera reversée, donc si tu regardes la publicité sur leur moteur de recherche, tu récupéreras un petit peu de token parce qu'ils partagent leurs revenus avec les utilisateurs. Donc ça reste vraiment dans le même esprit. Alors là, ça aurait été difficile de faire ce genre de projet avec de la monnaie sonnante et trébuchante parce que on allait te donner un 0,0000. Il n'y avait pas moyen de descendre aussi bas. Ici, c'est quelque chose sur lequel on donne ou non une valeur dans des échanges. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses à en dire de plus. Non, mais faut essayer, quoi. C'est ça, je pense qu'il faut le tester, comme on avait testé avec Xavier et d'autres dans l'équipe, et encore aujourd'hui, moi j'utilise régulièrement Brave parce que il est pratique, et voilà, j'ai pas toutes ces problématiques de pop-up qui viennent dans tous les sens, et il y a ces BAT, hein, ces Basic Attention Token, qui te permettent de renflouer un compte, même si, bon, avec ce qui s'est passé avec les cryptos ces derniers temps, effectivement, c'est un petit peu fondu, hein, notre capital a fondu comme Bitcoin au soleil, j'ai envie de dire, mais malgré tout, voilà, c'est pratique aussi pour faire un don éventuellement, si vous êtes avec Brave et que vous avez le petit triangle qui s'affiche à côté de l'adresse du site, si vous cliquez dessus, vous pouvez faire une petite donation de quelques bahts, c'est quelques centimes, hein, en bout de course, c'est rien du tout. Moi, je trouve que la petite carotte, tu vois, de petits trucs qui dit, tiens, si vous faites ça, vous aurez un peu de ça.
Voilà, pourquoi pas. C'est un incitant. Il faut voir sur la longueur. Ouais, très honnêtement, de Brave, j'en suis assez satisfait. Le moteur graphique, c'est Chromium, hein, donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Certains nous signalent une autre alternative qui est Vivaldi, que personnellement je ne connais pas, que je n'ai pas encore testé. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez toujours vous renseigner là-dessus aussi. Merci pour cette précision Doge45 qui nous a laissé ce commentaire en chat. Voilà. Je sais pas si David avait un truc à rajouter là-dessus ou si tu veux rajouter toi. Ouais, j'ai cherché Flop Flop la girafe sur Brave et il m'a trouvé un magasin de flip-flop en Australie. Alors on a branché David sur un truc, il faut le débrancher très très vite parce que sinon on va aidez-nous, trouver pourquoi. C'est pas moi qui ai commencé. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Et j'ai testé en temps réel donc les technos et il nous renvoie vers un canal sur lequel on n'est plus du tout distribué puisque ça nous renvoie vers l'ancienne chaîne, entre guillemets, je sais pas comment, le compte Les Technos, mais chez, j'ai oublié maintenant, chez, comment ça s'appelle, aidez-moi les gars, YouTube, SoundCloud, voilà. SoundCloud. Donc c'est le premier qui arrive dans la liste, qui est très moche. La deuxième occurrence, c'est Les Technos sur Facebook. C'est pas très bienvenu de proposer. Enfin voilà. Et enfin, troisième occurrence sur Stitcher. C'est vrai qu'on est également repris sur toutes les plateformes de podcast, dont Stitcher évidemment. Puis après le compte Instagram et puis ensuite Podnews. Notre site, ils le connaissent pas. Hein, lestechno.be apparemment. Oui, tu vois, il y a encore du boulot. Hein. Et il arrive en 10e position, je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc et le premier logo arrive à hauteur de Podnews. Enfin voilà, il y a encore du boulot effectivement, mais voilà, c'est à tester, effectivement, comme tu disais. Ça peut, si ça donne le résultat que vous attendez, tant mieux, j'ai envie de dire. On arrive donc au bout de ce 311e épisode des Technos, qui est un petit peu, en plaisante avec ça, le dernier de la saison, mais soyons clairs, on va continuer durant l'été. Vous aurez encore des épisodes à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, il ne faudra pas attendre très très longtemps pour nous retrouver. Par contre, on va un petit peu espacer les épisodes. On va se retrouver une semaine sur deux et on va vous proposer aussi des hors-séries entre-temps, mais sur YouTube, les hors-séries, puis les épisodes, comme d'habitude, sur les plateformes de podcast et évidemment sur YouTube également. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-nous si vous partez en vacances, où vous allez, est-ce que vous nous emmenez avec vous ou pas, ou est-ce qu'on se retrouve tout simplement à la rentrée pour certains qui vont prendre peut-être de très longues vacances. Je ne sais pas. C'est peut-être les slash en vacances qui font flop-flop. C'est peut-être ça, oui. On va pas c'est le magasin de flip-flop. Voilà, non, c'est flap-flap. Donc voilà, on précisera évidemment tout ça parce qu'il va se passer des trucs aussi à la rentrée. Donc on vous précisera tout ça. Restez donc bien attentifs, restez branchés, comme on dit, à nos réseaux sociaux, à notre site web. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. D'ici quelques secondes pour certains, 3 minutes pour être complet, il y aura un bonus. Pour d'autres, vous peut-être, il faudra attendre quelques heures ou quelques jours en plus, ou alors c'est déjà là, c'est déjà dispo. Donc allez jeter un œil sur nos différents comptes pour voir si le bonus n'est pas déjà paru. Merci à tous les deux, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, prenez soin des autres, à très bientôt, salut.